Alors, dernière session. Tout ou presque sur le SDK pour iOS. Devenez éditeur d'applications que j'ai la joie et l'honneur de avec Romain. Ouais, on essaye, sinon on change de micro. Pourquoi on co-présente? C'est parce que déjà c'est difficile à présenter. Et aussi parce que ça reflète le fait qu'on a investigué on a découvert et été un peu en profondeur ensemble dans cette découverte du SDK. Et donc voilà, un travail fait à deux qui méritait d'être présenté à deux. Donc Romain Dunant, c'est lui. Rebonjour. Je me représente rapidement, une deuxième partie de présentation, oui, pour rappeler mon parcours professionnel. J'ai été dessinateur avant de tomber dans FileMaker. Et puis de 2007 à 2014, j'ai appris FileMaker. Et puis depuis 2014, je suis devenu plus. Voilà. Quant à moi, Fabrice Nordman, j'étais assistant réalisateur dans le cinéma avant de me lancer dans FileMaker. Puis j'étais jeune développeur et maintenant je suis vieux développeur. Et oui, j'ai suivi une formation sur Xcode il y a quelques années, mais tout a beaucoup changé là-dedans. Donc, à vrai dire, c'était l'occasion de le dire, mais ça ne me sert pas tellement dans ce que je vais vous montrer. Voilà, donc on va parler un petit peu du contexte de ce iOS SDK. SDK d'ailleurs, ça veut dire Software Development. Bon, c'est écrit. Parce que moi, j'entends beaucoup depuis la sortie de FileMaker 15 qu'il n'y a rien de neuf chez FileMaker. Là, la 15, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, machin. Je rappellerai juste qu'il y a quelques exceptions, puisque pour une firme qui avait 3 produits, 4 si on compte Advanced, en un an, sont sortis une version gratuite donc de FileMaker qui vient avec les licences FLT, le FileMaker Cloud et le iOS SDK. Et je me dis que c'est sur une période c'est beaucoup pour une plateforme où il n'y a pas de nouveauté. Parce que, voilà, le iOS SDK nous ouvre des portes incroyables. Alors, on va commencer par un bref chapitre entre les différences entre FileMaker Go, les différences fonctionnelles entre FileMaker Go et ce qu'on peut faire avec le SDK. Parce que c'est un bref chapitre parce qu'il y en a très très peu, on peut presque tout faire. Donc, voilà, elles sont là. On ne peut pas quitter une application parce que c'est un concept absent de l'iOS. Enfin, on ne peut pas quitter volontairement une application, disons. On peut donc obtenir version application va nous va retourner un résultat sur lequel nous on a le contrôle. On peut retourner un résultat qu'on va nous-mêmes définir. Le protocole FMP, le schéma d'URL FMP plutôt, ne fonctionne pas, mais on peut en configurer un autre. Bien sûr, ce qui ne fonctionne pas, sinon il entrerait en conflit avec éventuellement une installation de FileMaker Go sur le téléphone. Et puis, il utilise des connexions comme Go quand vous vous connectez à un serveur. Ce qui, en fait, le classe assez mal dans la diapositive sur les différences, mais voilà, c'était un truc... en fait, je vais vous dire, quand moi j'ai lu le SDK, j'ignorais même qu'il pouvait se connecter. Et puis, en fait, non seulement il peut, mais c'est même ça qu'il est censé faire, comme l'expliquait bien Philippe tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut dans un produit, là, je voudrais insister sur le fait que avec iOS SDK, vous pouvez compiler une application qui va être distribuable avec une des méthodes qu'a mentionné Thomas plus tôt, y compris mettre une application, la diffuser sur l'App Store. Alors, il y a des problèmes techniques qui vont se poser. En fait, pas tellement, parce que FileMaker les a résolus pour nous, ces problèmes. Mais il y a surtout le fait que c'est un autre métier
qui n'a rien à voir avec ce que la plupart d'entre nous faisons, c'est-à-dire faire un développement personnalisé pour voilà, un client précis qui a des besoins précis. Ici, se transformer en éditeur, c'est pas parce que on a l'outil qu'on devient automatiquement éditeur. C'est un peu comme tous ces gens qui se sont mis à la mise en page parce qu'ils avaient un ordi dans les années 80. C'était pas forcément des maquettistes géniaux. Mais voilà. Et donc, même problème ici, c'est un autre métier, mais simplement, bon, ben, voilà, notre outil nous ouvre des portes. Très bien. On ne va pas considérer pour autant qu'on devient un éditeur immédiatement. Penser une solution qu'on va diffuser à un public qu'on ne connaît pas, c'est tout à fait différent que de se dire s'il a un problème, il peut m'appeler ou etc. C'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans un produit? D'abord, pour commencer, il faut dire que FileMaker dit qu'il ne faut pas faire de produit. Ce n'est pas fait pour diffuser sur l'App Store. C'est le premier. Après, voilà, c'est ce qui est recommandé, mais techniquement, encore une fois, ça marche. Voilà. Il est possible qu'à l'avenir, ça ne marche plus. Donc réfléchissons. C'est pas, voilà. Peut-être avant de se lancer dans le business de l'édition d'applications avec FileMaker, réfléchissons-y à 2 fois. Valérie, je pense que avant la fin de la session, je vais me taper aussi comme toi la chute de l'estrade. Mais donc, dans une application qu'on va diffuser, avec laquelle on n'aura pas de contact avec le client, l'utilisateur final, il va bien falloir penser forcément que l'application va vouloir la mettre à jour. Et donc, il va falloir, dès la première version, qu'il y ait un mécanisme de mise à jour des données qui soit pris en compte. C'est possible aussi de faire des apps qui ne traitent pas de données du tout, hein, mais voilà. On va bien penser que l'utilisateur va devoir découvrir votre application. Donc, il va falloir avoir une petite partie pour expliquer ce qu'elle fait. Comme on fait dans la plupart des applications, vous la lancez pour la première fois, et puis vous avez 2-3 volets qui vous expliquent ce que ça fait, et puis ensuite à vous de jouer. Il va falloir faire attention à contrôler l'orientation. Ça, aujourd'hui, ça ne nous pose pas de problème avec FileMaker, mais vu ce que nous prépare Apple, c'est-à-dire en fait l'abandon de... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je ne sais pas comment on va résoudre ça à l'avenir. Mais en gros, il va falloir bien penser qu'on ne peut pas dire au client, écoute, tiens-le dans le bon sens, ton machin, quoi. Non. Ok, il faut que ça soit bien dans tous les sens. Et on va bien sûr diffuser une application sur laquelle on va penser à des mesures de sécurité, comme par exemple, ne pas mettre, je sais pas, votre compte admin dans la base. Donc il faut supprimer le compte admin, etc. Bien que je viens de voir qu'il y a un gros bug dans FileMaker qui ne supprime plus les comptes admin. Donc, il faut que je vérifie, mais je viens de réaliser. Donc, on peut se poser des questions. Par exemple, est-ce que vous allez avoir des menus? Si oui, on fait des menus personnalisés, peut-être, parce que ça c'est le vocabulaire FileMaker. Nouvel enregistrement pour quelqu'un qui gère des contacts, ça c'est pas quelque chose qui lui parle. Il veut des nouveaux contacts, par exemple. Masquer la barre d'outils, masquer les scripts et modèles. Hein, donc ça c'est voilà, c'est des choses qu'on doit penser. On est sur un autre public que quelqu'un qui connaît un peu FileMaker, qui voit son FileMaker dans son iPhone. C'est pas la même chose. Et on doit être très vigilant sur l'aspect légal. Les conditions d'utilisation des éventuels services utilisés. On va pas, voilà, si vous travaillez pour une boîte machin qui fait de temps en temps quelques appels à Google Maps, très bien. Si maintenant vous vous lancez dans un business où votre application va être diffusée à quelques milliards d'utilisateurs qui vont eux-mêmes l'utiliser quotidiennement et aller sur Google Maps tout le temps, il va peut-être falloir se renseigner sur les conditions d'utilisation de Google Maps. Enfin, l'App Store, c'est Apple, c'est l'Amérique, c'est bon, bref, tout ça. Donc il faut faire très attention aux aspects, voilà, ne pas montrer plein de choses. Enfin, vous savez quoi, vous pouvez aller lire les conditions précises.
Voilà, on peut passer. Donc bref, ce que je voulais dire, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'on doit penser de toute façon une solution autrement que comme on le fait quand on est en relation avec un client tous les jours. Voilà. Autre métier. Alors maintenant, on va commencer. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des ingrédients, donc des ressources nécessaires pour travailler avec le iOS SDK. Alors d'abord, il vous faut un Mac. Donc, pas de PC. Il vous faut Xcode 7. Attention, pas la 8. Donc si vous compilez avec votre application avec Xcode 8, ça marche. Mais il y a quelques cas de plantage. Voilà. Évidemment, la version que vous téléchargez maintenant de chez Apple, c'est bien Xcode 8. Donc après, de Merdenzidisch. Il vous faut alors attention, parce qu'il vous faut beaucoup de comptes. Il vous faut un compte Apple Developer, qui ne se crée pas en 5 minutes. Donc, il vous faut... Voilà. Si vous vous y mettez maintenant, vous n'aurez pas une appli sur le store ce soir, je vous le dis tout de suite. Il faut être prévoyant. Si vous, voilà. Donc, un compte développeur doit être approuvé, etc. Ça peut prendre des jours. Donc, compte Apple Developer. Un compte iTunes Connect. On reviendra sur iTunes Connect. Parce que ça, parmi toutes les logiciels que j'ai vus de ma vie, je pense que ça, c'est la meilleure. C'est une catastrophe. Mais on y reviendra à la fin, parce que c'est à la fin du processus que ça nous intéresse. Il vous faut un compte FileMaker Developer Subscription pour récupérer le SDK. Ou alors le lien qui est ci-dessous. Ça marche, mais attention des conditions d'utilisation. Légalement, vous devez avoir un compte FileMaker Developer Subscription. Il faut télécharger le iOS SDK. Il faut, dans votre compte Apple Developer, on peut peut-être montrer là le screenshot. Je fais juste H pour sortir d'une prise. Pardon. Oui. Attends. Hop. Donc, dans votre compte Apple, sur les étapes où vous pouvez déclarer des développeurs, etc., qui vont faire partie de la même équipe et tout ça. Mais il faut que vous déclariez un projet, une app. Prenez ça en photo. Oh. Et donc, vous allez avoir besoin de certificats. Il y a les certificats, et il y a ce qu'on appelle un profil d'application. C'est ça, hein? Voilà, les App ID, vous voyez. Donc, il faut déclarer votre application, d'accord, qui va donc recevoir un identifiant. Non, c'est-à-dire c'est vous qui allez déclarer l'identifiant. Vous allez lui donner, vous voyez, un identifiant. Okay. Ça va permettre ensuite à votre Xcode, à votre compte Apple et à iTunes Connect de savoir de quoi on parle. Donc, App ID, Provisioning Profile, c'était là. Le Provisioning Profile, oui, qui est ici. Le Provisioning Profile n'est pas forcément obligatoire, c'est pour tester sur un vrai device. Ouais. Donc ça, vous allez voir ensuite dans Xcode, on va pouvoir compiler son application et la tester dans le iPhone Simulator, donc qui est un logiciel, c'est vraiment votre iPhone mais sur le Mac. Mais si vous voulez le tester pour de vrai, et il faut le tester pour de vrai, parce que voilà, sur un vrai device, vous devez enregistrer, vous devrez créer ces profils-là. D'accord ? On vous demandera d'ailleurs un numéro identifiant de votre iPhone que vous pouvez retrouver en allant sur iTunes, en branchant votre iPhone ou votre iPad et en allant sur iTunes pour récupérer ce numéro et aller le coller dans le champ prévu à cet effet. Et on peut aussi le trouver, je crois, directement dans le réglage. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas celui du capot de ton iPhone. Non. Mais cette partie-là est assez bien expliquée. Bien qu'un peu longue. Alors, on revient à présent. Ouais, voilà. Il y avait encore
Ah oui, et la ressource la plus importante et la plus rare, c'est un graphiste très patient. Mais très, très patient. Et on n'en a pas. Non, ça c'est, vous allez voir que c'est l'enfer, et ce n'est pas du tout la faute du SDK, c'est Apple qui demande un nombre d'images avec des résolutions précises. C'est horrible. Ah. Quoi de... Configuration de l'app dans Xcode. Alors, on va peut-être vous parler avant ça. On va peut-être vous montrer l'app. L'app. Ouais, PomTom. Non, tu fais H. Ouais. C'est pas mes raccourcis. Donc, ah oui, donc nous, vous savez, on est à moitié belge, à moitié français. Et partout en Europe, y compris en France, sauf que les Français ne le font pas, est obligatoire sur toute facture de vente un numéro de TVA intracommunautaire. Et les Français, ils savent même pas ce que c'est ça, en général. Et on galère comme pas possible pour leur demander. Tout le monde devrait le savoir, tout le monde devrait l'avoir sur ses factures, mais bon. Le reste de l'Europe utilise le numéro TVA, mais en France, on utilise le SIREN, ou le SIRET. Et c'est fatigant d'appeler les clients pour leur demander leur numéro de TVA, etc. Et puis, il y a des malins qui ont fait des sites payants où on peut mettre un numéro de SIREN et puis vous donne le numéro de TVA. Je ne sais plus, à chaque fois, il y en a plein qui font ça, 80 centimes la requête. Bon. En fait, si on creuse, en fait, on peut très bien déduire le numéro de TVA du SIREN. Et puis, en plus, il existe un service proposé par la Commission européenne qui permet de valider, c'est-à-dire vérifier que la personne est bien assujettie à la TVA, etc. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on va se faire une application qui fait juste ça. On lui met en entrée soit un numéro de TVA, soit un numéro de... Merde, c'est une autre version, celle-là. Soit un numéro de SIREN, soit un numéro de SIRET, qui est la même chose que le SIREN, mais parfois les gens ne savent pas faire la différence, alors on a prévu les trois. Et on valide, et voilà, et ici ça ne marche pas. Parce que je sais très bien pourquoi. Parce que c'est une autre version. C'est pas la bonne version. Bon. Mais c'est pas grave, on va voir sur l'app compilée. Qu'est-ce que ça fait? Ça transforme l'éventuel numéro de SIRET en numéro de TVA, ça l'envoie au service de la Commission européenne et ça vous dit c'est valide ou c'est pas valide. Voilà. D'accord? Ensuite, on a un autre onglet dans lequel on va avoir l'historique de ces demandes et on a défini un certain nombre de fonctionnalités. On peut s'envoyer par email un résultat ou l'ensemble de ces résultats, d'accord, pour recevoir un Excel avec la liste de ce qu'on a fait. On s'est dit, allez, quand même, c'est chouette, on peut, avec FileMaker Go, produire un Excel sans l'envoyer par mail. Si on avait dû coder tout ça en Xcode, c'était quand même plus compliqué. Et puis, enfin, dans l'onglet réglages, on peut définir une fois une fois, c'est pour les Belges, mais on peut définir son adresse email pour pas avoir à la saisir à chaque fois. Et puis, on peut définir la langue. Donc, l'appli est bilingue, français, anglais. Voilà. Revenons à la configuration. Donc, c'est un fichier FileMaker tout simple. L'appli en soi, elle n'a pas pris vraiment très longtemps. Bon, elle aurait pu prendre moins, mais bon, c'est FileMaker Go, vous savez, les formulaires, c'est pas encore trop génial, je trouve. Mais bon, ça, en gros, c'est très rapide, quoi. C'est-à-dire que c'est plutôt la couleur qui prend du temps que le reste. Alors, maintenant, on va voir un peu la configuration de l'app dans Xcode. En fait, avant ça, il faut installer le SDK. Voilà. Il faut télécharger le SDK et le décompresser. Et le mettre dans un dossier. Ouais. Et créer son projet. Donc, Non, tu le crées avec le SDK. Non, tu dois faire en ligne de commande. Donc, on va télécharger. Vous voyez, ici, en fait, là, là, on est ici sur le site de FileMaker. Si vous suivez ce pas à pas, vous avez fait les 3/4 du boulot.
Ça, c'est hyper simple à suivre. Ça, c'est comment on construit une app avec le iOS SDK. C'est vraiment ça, c'est un pas à pas, il n'y a aucune difficulté. Le seul, donc, voilà, télécharger les provisioning profiles qu'on a définis tout à l'heure dans le compte. Ça, c'est vraiment hyper simple. Le seul truc ici qu'on voulait vous montrer là, c'est cette étape 6 où il faut installer, il faut exécuter en fait le iOS SDK pour créer un projet. D'accord? Donc, on va exécuter une commande dans le terminal. On ne va pas le faire ici, mais voilà, c'est juste une syntaxe à créer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous crée en fait un répertoire avec toutes les ressources qu'il faut. Tu me dis, hein, Romain, c'est une connerie. Oui. Mais ça crée un répertoire avec toutes les ressources qu'il faut, qui devient un projet Xcode. OK? Donc à chaque fois que vous voulez créer une nouvelle application, il faut réexécuter cette commande. Je préciserai quand même qu'il faut se trouver dans le répertoire du SDK qui a été téléchargé. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il est sur ton... Oui, il n'est plus là. Il est plus là? Oh, non, je crois pas. Même pas dans tes téléchargements, non? Bon. Non, je sais ça. Voilà. Je t'ai dit que je ne pas. Alors. Bon, mais vous exécutez la commande une fois, et qu'est-ce qu'on retrouve de l'autre côté dans Xcode? Là maintenant on peut passer sur Xcode. Allez. Voilà. On se retrouve avec un projet. D'accord que. Voilà. Et on est dans l'interface maintenant d'Xcode. Et à partir de là, presque tout va se faire ici, sauf à la fin. D'accord? Donc ici, on continue en fait le pas à pas, mais nous on ne va pas le faire pas à pas, on va vous montrer les différents endroits stratégiques où on peut intervenir. D'accord? Il y a tout d'abord le fichier config. Dans le fichier config, il y a en fait deux choses importantes pour nous. Le nom du fichier. Si on voit bien. Ouais, tu peux zoomer comme ça. C'est quoi ton raccourci ici? Comme sur Mac. Voilà, ici, d'accord? Donc là, on va définir en fait le nom du fichier que l'application va ouvrir à son lancement. Bien sûr, vous pouvez très bien faire une solution multi-fichier, pas de problème. Hein. Mais quand vous lancez l'application, elle va bien devoir choisir un fichier à ouvrir. D'accord? C'est ici qu'il faut le changer. Vous remarquez que dans ce cas-là, et vous allez le faire dans tous les cas, on met un numéro de version dans le nom du fichier. Ce qui est en général pas une pratique que nous, on aime beaucoup. Mais là, c'est ça qui va nous permettre de faire des mises à jour. D'accord? Donc ici, on a un numéro de version, la version 107. Déjà? Non, mais on n'a pas fait 107 versions, je vous rassure. Et ça, c'est le premier truc qui est important et qu'on sera amené éventuellement à changer avec les différentes versions et les différentes builds, donc les compilations. Et ici, vous voyez que là, vous avez un mode qui est documenté et qui est important, qui va en fait, comment expliquer ça? Qui va en fait dire à votre application à quel moment elle doit remplacer ces données. C'est ça, je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où vous pouvez le choisir. Vous pouvez dire, c'est à chaque fois que je construis une nouvelle build. D'accord? Ou alors c'est à chaque fois que je change mon numéro de version dans Xcode. D'accord? Vous avez comme ça 3 ou 4 modes qui vous disent à chaque fois qu'on va, qui vont vous permettre de contrôler ça. Bon, le cas qu'on a ici est assez typique. Je pense que c'est celui-là qui va nous intéresser la plupart du temps, c'est-à-dire c'est le numéro 3, hein, quand on change de version. Quand on change de version. Build version, c'est le 4. Ouais, non, c'est quand on change de version. C'est quand on change de version de l'application. Là, on veut récupérer les anciennes données, c'est-à-dire déclencher un script de mise à jour, d'accord, pour changer le fichier de données. Après, ici, dans config, c'est tout ce qu'on a à faire. Le reste, il y a une interface un peu plus sympa qui se trouve ici. Donc, il y avait en fait ce qui est un fichier plist
Donc, en fait, un XML dans lequel on change des propriétés, mais ça n'a pas l'air d'un XML, vous voyez. Et vous avez à gauche des propriétés, à droite les valeurs. Et alors, il va falloir faire un certain nombre de choses ici. Il y en a qui tombent assez sous le sens. Je vais mettre en face comme ça. Il y a... vous avez, là, ici, on retrouve la solution key, mais j'ai pris l'habitude de le changer dans le fichier de config, parce que par là, je ne sais pas pourquoi, parfois, ça ne marchait pas. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai montré dans le fichier texte au départ. Donc, il y a le bundle version. Vous voyez, et ici encore, on trouvera une autre interface pour le changer. Vous retrouvez les options qu'on a vues dans le fichier de configuration, mais vraiment, parfois, je croyais vraiment l'avoir changé ici, puis ça n'était pas suivi d'effet. Donc, ces deux options que je vous ai montrées dans le fichier de configuration, faites-le là-bas. Et puis, on va voir qu'il y a des choses qu'il faut garder et d'autres qu'il faut ajouter. Alors, par exemple, ici, vous voyez, je ne le vois plus en fait, mais il y a un en partant du haut. Vous voyez, on peut dire, est-ce que vous pouvez voir dans iTunes, vous voyez, quand vous branchez votre iPhone à iTunes, est-ce que vous voulez voir les fichiers? Vous pouvez choisir, oui ou non. En fait, vous allez voir que c'est très pratique en phase de développement de dire oui, parce que ça nous permet d'accélérer beaucoup le rythme des tests. Mais voilà, par exemple, une appli, en général, si vous voulez vraiment la diffuser, vous ne voulez pas que quelqu'un voit des fichiers FMP12. C'est-à-dire que là, effectivement, ils vont avoir accès aux sources de votre solution. Donc, voilà. Il vaut mieux le masquer. Comment Ouais, c'est possible, je sais plus. Ah, c'est toi qui... on cherchait qui était. Qui était le gars qui a acheté Snap, quoi. Voilà. Donc, on l'a trouvé. Ouais, merci. Ça me fait pas de quoi t'offrir une bière, mais ce serait avec plaisir. Donc, alors, donc ici, vous allez voir qu'il y a des propriétés qu'il faut, comme celle-ci, qu'on peut ajuster. Et puis, en fin de parcours, mais ça, il faut le savoir parce que vous avez vu, moi j'ai dû rajouter par exemple celle-ci, Privacy Photo Library Usage Description. Et puis moi j'ai dû en fait, dans le processus de... Oui. Ah, ok, pardon. Voilà. Vous voyez ici, il y a par exemple ici une propriété qui est une simple chaîne, qui est Privacy Photo Library Usage Description, je crois. Et par défaut, elle n'est pas là dans le SDK. D'accord. Il y a la même chose pour Privacy Camera Usage Description. Il n'y a rien. D'accord. Mais ces librairies sont évidemment activées dans le SDK parce que vous pouvez, dans FileMaker, comme vous savez, prendre une photo ou aller chercher une photo dans la photothèque. D'accord. Simplement, quand vous faites ça, c'est au moment où vous allez vouloir soumettre votre application au store. Eh bien, on va vous dire, ah oui, c'est bien gentil, vous avez le droit, mais il faut que vous expliquiez à l'utilisateur, qui veut vraiment le savoir, pourquoi ça va être utilisé. Là, ici, dans cette application, on ne l'utilise pas, mais je ne peux pas désactiver, par contre, je n'ai pas moyen de dire, non, cette appli ne touchera jamais ne touchera jamais l'appareil photo. Donc, je dois ajouter simplement ça. Voilà. Ça, c'est moi qui ai dit. Voilà. On ne l'utilise juste pas. Okay. À partir de ce moment-là, ça passera la validation chez Apple. Ça, c'était pour l'aspect plist. Vous pouvez descendre. C'est pas là qu'il y avait. Attends. Oui. Ah non. Après, les capabilities. Après, il y a un autre onglet qui est Capabilities. Alors là, ça on est dans le monde d'Apple. Et marketing dont le sens n'est pas toujours évident. Heureusement, vous avez une documentation. Par exemple, si vous demandez ce que c'est Personal VPN.
qu'est-ce que c'est Personal VPN dans le cadre d'une application que vous allez déployer, vous pouvez aller voir la documentation et ça vous dit Enabling Personal VPN allows your app to create and control a custom system VPN configuration. Ouais. En fait, voilà. C'est pas forcément évident, et surtout si vous allez voir sur le site web, en gros, ça vous répète juste le nom de l'option. Bref, les concepts ici sont pas forcément hyper bien documentés. Un peu des custom apps, vous voyez, on a des mots comme ça qui sont... On ne sait pas vraiment forcément tout ce qu'il y a derrière, mais vous pouvez, donc tu peux dézoomer, vous pouvez activer ou désactiver ces capabilities. Donc, par exemple, ici, on peut décider ou non que le keychain, donc si vous sauvez un mot de passe dans votre trousseau d'accès, que ça va avoir accès au trousseau partagé. Oui, donc, ça, c'est pour pouvoir l'avoir et sur votre iPad et sur votre iPhone. D'accord ? Vous pouvez activer ou non ce type d'option simplement avec un switch là à droite. D'accord ? Voilà. On descend. On est en bas. Ok. Le protocole, il est pas juste en dessous. Ah non, le protocole, c'est... Ah, et dans l'info, voilà. Donc, voilà. Donc, il y avait les capabilities. Ah bah oui, c'est ça. Ok. Donc, avec les capabilities, on a fini ou il y avait autre chose à dire ? Capabilities, bon, il y a des recommandations comme activer le data protection pour éviter, pour que les sources, en gros, soient cryptées sur l'iPhone et qu'on puisse pas récupérer, si quelqu'un accède à l'iPhone, récupérer les données qui sont dedans. C'est pas la même chose que l'encryptage de la base de données FileMaker, c'est un encryptage au niveau de iOS pour le coup. Oui, en fait, je crois que c'est si vous configurez votre iPhone pour que son contenu soit encrypté, est-ce que ça va aussi s'appliquer ça à ça ? C'est ça, non ? Je sais plus. Ouais, non, j'ai mélangé. C'est plus général, ouais. Alors, donc vous avez ces différents capabilities là, et ensuite vous avez l'onglet Info. C'est là où on était à l'origine, oui. Ok. Et ici, vous voyez, donc le truc qui était intéressant ici, c'était ce URL types. D'accord ? Je vous ai dit que le protocole FMP n'allait pas fonctionner, mais vous pouvez en ajouter un autre. D'accord ? Qui va se comporter exactement comme le FMP. Sauf que vous mettez donc l'identifiant et vraiment le protocole lui-même. D'accord ? Donc ça, si je fais VAT checker script machin, ça va marcher comme le protocole FMP. Ok ? Ça va ouvrir l'application, oui. Ça va ouvrir l'application, le fichier, ça peut exécuter un script, etc. Voilà. On a build ou c'est oui ou dans le général, on y a. C'est parti. Parce que là, on a, oui, en build settings, globalement, on touche à rien. Ouais, voilà, on touche à rien. C'est là et je sais pas. On va dans général ici, vous voyez que vous allez avoir le nom, le display name. D'accord ? Donc votre application, elle a un nom et elle a un nom d'affichage. Et le nom d'affichage, il faut bien penser qu'il doit être court si vous voulez qu'il soit joli sous une icône sur un téléphone, quoi. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de caractères. Vous avez ensuite, alors là c'est là où donc le bundle identifier, là ça c'est vraiment ce qui fait le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a déclaré notre application sur Apple Developer là. Ouais. Ça c'est vraiment l'important. Et en dessous vous avez le numéro de version, celui qui va être public. Tout le monde voit ce numéro de version. Et juste en dessous le numéro de compilation, de build. D'accord ? Donc vous par exemple, pour passer de la version 1 à la version 2, entre-temps, vous avez peut-être compilé 45 fois, d'accord ? Pour faire des tests, débugger, etc., etc. Vous compilez autant de fois qu'il faut. Et puis à un moment, vous dites, OK, c'est bon, je change de version.
D'accord? Donc c'est comme s'il y a quelque chose à deux niveaux comme ça. Il y a un niveau public, visible par tous, sur le store, le numéro de version, puis il y a un numéro qui est pour vous, le numéro de build. Ok? Comme on a vu, ça a une influence. Vous vous souvenez, au début, là, on a dit quand l'application devait changer ses données. Voilà, c'est là. C'est à ce réglage-là que ça correspond. Le fameux... Ouais, on peut y revenir Voilà. ici. Hein. Voilà. Ici, on a dit à chaque build, on change. C'est ce qu'on a dit. Hein. C'est ce qu'on a dit. Plap. Ah bah, ça, qui est quand même assez important. Oui, évidemment. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez, en fait, vous allez arriver. Ce sera en rouge et indiqué. Il faut assigner le provisioning profile que vous allez avoir créé dans votre compte développeur. Il faut lui dire, bah voilà, je l'associe avec mon projet. Ce qui va permettre, en fait, il faudra avoir téléchargé le profil sur son Mac et donc il va l'associer direct à votre projet pour que la compilation puisse fonctionner avec tous les téléphones, enfin tous les, voilà. le matériel sur lequel vous souhaitez le tester. D'accord? Vous devez définir ici pour quelle version d'iOS vous allez être compatible. D'accord? Device, vous pouvez avoir une application qui va être uniquement pour iPad ou pour iPhone ou universelle. Si vous voulez faire moins d'images à la fin, c'est important, vous pouvez ne choisir qu'une des plateformes. Orientation, donc ça vous pouvez cocher, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Non, ça n'a aucun impact. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, laissez comme ça. Très important dans le liste, ça c'était très galère. J'ai oublié de le dire. Dans le fichier plist, vous vous souvenez, celui qu'on configurait à droite et à gauche, là, oui. Il y a, vous pouvez définir les orientations pour iPhone et puis pour iPad. Alors, c'est supporté. Voilà. Voilà. Alors, il y en a deux. Tu vois, ça c'est celui pour iPhone, et puis plus bas ici, il y a celui pour iPad. Ne changez rien. Ne touchez pas à ça, ça met une pagaille pénible. Donc, c'est pas parce que vous n'allez supporter qu'une orientation et enlever les autres ici, ne faites pas ça. Ça aurait pu être une très bonne idée, mais non. Donc, ouais, après, il y a des tas d'options auxquelles on n'a pas vu d'effet, là, comme celle-ci. Hein. Status Bar Style, il n'y avait pas d'effet, je crois. App Icon et Launch Image. Donc ça, on va les voir à un autre endroit hein, pour les configurer. Et je crois que c'est tout ici. Hein. Ouais, ici, c'est... Voilà. Et après, ça, bien sûr, ici, en bas, là, vous ne touchez à rien. Parce que ça, évidemment, il faut dire que l'application a besoin du SDK. OK? Donc, ça, c'est fait. Il manque une chose importante, c'est que il faut bien sûr mettre son fichier FileMaker dans le fichier des solutions. Sinon, voilà. Quand vous avez créé votre projet, immédiatement, il vous a créé un solution file. Eh bien, vous pouvez copier votre fichier là-dedans. Sinon, ça ne va pas marcher. À la base, il y a un fichier test.fmp12 qui est là déjà pour... donc on le supprime et on le remplace par sa solution. Alors, ce qu'on pourrait faire là, avant de passer à la suite, c'est déjà faire un exemple de compilation. On va compiler comme ça l'application. Okay? Donc, pour ça, ici, vous voyez, on est sur le projet Sirène TVA. Je suis toujours aussi doué pour retrouver des titres. Hein. Et donc ici, là, ce que vous voyez, c'est pour... vous voyez, ce sont des simulateurs. Attends, on va le chercher, on va le lancer dans un des simulateurs. Donc, si vous voulez tester votre iPhone sur votre app sur un iPhone 6S, je crois que passer la résolution de cet écran, donc on va trouver un 5, on va être raisonnable. Et voilà, et on va simplement, vous voyez, appuyer sur là, voilà. Et là, il est en train de construire vraiment l'application. Il va nous la lancer dans l'application dont on rêve tous, c'est-à-dire d'avoir un simulateur iOS. Et voilà, maintenant j'ai un téléphone, vous voyez, même ça, je crois que tu peux réduire la fenêtre, mais... ah non, tu peux pas dans le simulateur. Enfin, la fenêtre, oui, mais on ça n'a pas le... Donc, ici, vous avez un téléphone, quoi. Vous avez vraiment un téléphone où vous pouvez tester l'app pour de vrai. D'accord?
ça marche, sauf les plantages. Les plantages de l'app, il faut les tester vraiment sur le vrai device, parce que celui-là, il plante pas. Et donc, voilà, donc vous pouvez tester votre application. Vous avez des commandes pour tester les orientations. POML ou POMShiftL, je crois. Pour, je ne sais plus lequel c'est. C'est POMShiftH pour faire Home. Et, enfin bref, vous pouvez... T'as verrouillé là. Ah oui, je l'ai verrouillé, bah oui. Musique. Ça doit être POMShiftL de nouveau. L. Ouais, oui. POMShiftH. POMShiftH, c'est pour Home. Ah oui, non. Ok. Voilà. Et donc là, on peut faire basculer l'iPhone. Et là, voilà, on voit, parce que dans FileMaker, ici, moi, j'ai configuré qu'il ne supportait qu'une orientation. Donc, j'ai désactivé par un script FileMaker l'orientation. Et voilà. Donc ici, vous avez un téléphone fonctionnel. Il ne téléphone pas, ceci dit. Voilà. Ok, ça, c'est le principe. Donc, vous allez tester comme ça. Et puis, de temps en temps, vous allez aussi faire un test sur un vrai téléphone ou un vrai iPad. Ok. On revient un peu à la presse pour voir ce qu'on a dit. Voilà, ça, on a dit. Voilà. On arrive à mon chapitre préféré, les images. Alors, je n'aime pas que je n'aime pas les images dans l'absolu, mais là, comme je vous ai dit, il faut vraiment être patient. Donc, on peut commencer par... oui. Voilà. Donc, vous voyez, ici, vous avez Donc, vous allez cliquer sur ce chapitre-là et vous allez voir déjà un certain nombre des images qu'il va vous falloir réaliser. Mais là, vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, non. Il y en a beaucoup plus dans le processus. Donc, ici, on va définir les versions de l'icône de l'application. D'accord ? Vous avez les iPhones, avec les résolutions possibles parce que il y a Retina, pas Retina, etc. Il y a la version pour Accessibility, là, si vous avez, etc. Elles sont obligatoires, hein, vous pouvez pas... non, il les faut et elles doivent être dans la bonne résolution. On peut compiler pour tester sans les icônes, mais si vous voulez le soumettre, c'est... Et puis, comme c'était pas assez, le SDK, donc cette fois ça vient de FileMaker, nous a rajouté, non pas celui-là mais l'autre en dessous, nous en a encore rajouté un petit jeu qui est le Obscure Icon, qui est en fait l'icône qu'on voit quand l'app se réveille. Quand vous êtes passé sur autre chose et puis que vous revenez là, un petit temps de chargement où on voit cette icône. Ça c'était juste parce que sinon il n'y en avait pas assez. Et puis vous avez l'image de démarrage. Et là encore, ici, en fait, on a l'impression que c'est super simple, qu'un petit screenshot suffirait. Mais non, c'est d'autres proportions. C'est voilà. Donc bien sûr, c'est documenté hein, chez Apple. Vous pouvez aller voir. Ils vous disent dans quelle taille il faut les images. Mais le problème, c'est pour produire ces images, c'est pas évident. Voilà. Et ça, c'est la première série des images. On n'est pas encore là à la soumission sur iTunes Connect. Donc là, voilà. Je crois qu'on a fini sur la partie configuration de l'app. N'est-ce pas ? Oui. On revient voir dans... Où est-ce qu'il est sur la vue ? Ça passe. Donc, ouais, ça c'est vraiment la partie maintenant compilation. Ok, très bien. En gros, ça suit son chemin, ça va. Donc, on a quelque chose qui est très pratique, c'est la possibilité de faire la mise à jour via iTunes. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez voir ensuite qu'on a tout un processus de test avec iTunes Connect en passant par la plateforme qui s'appelle Test Drive, qui nous permet Test Flight. Test Flight, pardon, j'ai dit quoi ? Test Drive. Ah oui, non, mais...
test flight, ok, mais qui inclut des cycles relativement longs de plusieurs heures entre la soumission d'une nouvelle version, etc. Et un moyen très pratique d'essayer des versions, c'est simplement de faire des drag and drop de votre nouveau fichier sur iTunes. D'accord, mais voilà. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'iTunes c'est très pratique, mais une fois qu'on a trouvé, voilà, ça accélère beaucoup. Et puis maintenant, on va essayer de uploader vraiment la version pour passer au vrai test via donc TestFlight. D'accord ? Pour ça, on revient dans Xcode et il y a deux choses ici qu'on doit faire. Vous allez aller d'abord dans le menu. Il s'appelait pas Build, ce menu ? Non, c'est dans Product, voilà. Ouais. Build. Pardon. Tout d'abord, en bas, vous avez Destination. Non, pardon. C'est Build for, voilà. Oui, voilà. Voilà. Et ici, on doit dire, bon voilà, maintenant on va tester nous pour running. Parce que en fait, la partie testing, c'est pas pour le genre de code qu'on est en train de faire ici. Donc nous, on doit bien s'assurer qu'on est en running. D'accord ? Et puis, on va archive là. C'est ici normalement. C'est après. Ah oui. Non, c'est là. Qu'est-ce que tu me dis ? Non, c'est après archive. Ça, tu verras. Ok, vas-y. Ouais, on le fait tout le temps. Ça. Et tu fais help et tu fais archive. Ouais, Fais help et archive. Voilà. Ouais, mais j'ai plus de flèche en bas. Ah oui, c'est activé là. Elle n'est pas activée parce que, voilà, je sais pourquoi. Il n'est pas activé. Ah oui, voilà, c'est ça que vous me disiez, que vous le voyez, mais pas mal. D'accord, j'ai compris maintenant. Donc parce qu'il est grisé. Il n'est pas activé parce que, vous vous souvenez, on a sélectionné un simulateur qui est l'iPhone 5. En fait, non, il faut passer en Generic iOS Device. Ok ? Voilà, à partir de ce moment, c'est tout hyper intuitif, hein, c'est Apple. On a archive. Donc on va faire archive, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une compilation, comme avant, mais on arrive dans une nouvelle fenêtre. À partir de ce moment, ça commence à devenir un petit peu anti-intuitif, on va dire. Voilà. Et donc on est ici dans une nouvelle fenêtre. Attends, ne refais pas. Non, c'est pas fait. Et donc, on est dans une nouvelle fenêtre où on voit les différentes builds qu'on a vraiment archivées. Donc, ici, on a une gestion d'archives. Vous voyez, on a l'historique là. Et ici, on va faire une validation de l'archive. Elle va toujours être bonne, celle-là, en fait. Je vois vraiment pas quelle erreur vous pourriez faire qui ferait qu'elle ne sera pas bonne. Et puis, on a un bouton, mais hyper stressant, qui vous dit Upload to App Store. Quoi. Et la première fois, c'est un peu... Je dis, ben non, je suis pas prêt, je veux juste voir si mon appli est correct. Bon, en fait, il faut cliquer dessus. Ça va pas sur le App Store, ne vous inquiétez pas. Donc, on clique dessus, mais pas nous. Pourquoi ? Parce que ça prend un temps considérable. En fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va valider en local l'archive, il va l'uploader, et il va arriver en fait donc chez Apple, où il va y avoir un nouveau cycle de validation. Là, on parle de validation automatique. Hein. C'est pas des validations avec quelqu'un qui regarde si votre app est bien et tout. Là, c'est un cycle automatisé. Et alors là, il y a une interface pour vous signaler les problèmes qui est hyper moderne, puisque vous recevez des mails. Pour chaque problème détecté, vous recevez un mail. Donc plusieurs heures après, hein, ça peut durer plusieurs heures, ça dépend si le serveur est très chargé. Et alors, c'est comme ça que, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, vous vous souvenez, pour déclarer que vous n'utilisez pas la caméra, qu'il faut avertir. C'est comme ça. Là, on reçoit à ce stade un mail qui vous dit « Ah, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas expliqué pourquoi vous utilisez la caméra. » D'accord ? Ouais, mais ça, pour ça, il faut que l'app aille chez Apple.
Ça peut pas se faire en local. Il faut... Bon. Enfin, c'est comme ça. Donc, on reçoit les mails, on fait les modifications et On réarchive. on réarchive, on repasse dans ce cycle. D'accord? Et puis, on va uploader. Et puis, l'application va en effet apparaître sur, non pas le store, fort heureusement, mais le compte iTunes. Ça, c'est le top. Ça, c'est sûr suivre l'évolution des ventes de votre app, mais aussi c'est là qu'on va configurer toute la partie test externe et interne. Et mes apps. On en a qu'une ici. On clique dessus. Ici. Plein de choses, en fait, super différentes qui se passent au même endroit, mais ça saute quand même. Donc vous voyez en haut à gauche, c'est écrit mes apps. Et vous avez plusieurs zones. Donc d'abord, vous avez des choses ici configurées à ce stade, comme la langue principale de l'application, les catégories, etc. Vous pourrez les changer à un autre endroit, d'ailleurs. Et puis, vous avez là, vous voyez juste en dessous, vous pouvez configurer le tarif et disponibilité, parce que vous pouvez, par exemple, prévoir une date de promotion ou une date de sortie. Hein, si vous voulez sortir tel jour, votre app est prête avant, mais vous ne voulez pas sortir avant, par exemple. Voilà. Donc ça se fait ici. Ça, c'est simple. Ça, pas de problème. Ensuite, vous avez dans fonctionnalité, donc c'est là quand on va faire un... ben non, là, nous, on n'a rien à faire. Non, on n'a rien. Nous, on n'a rien à faire. C'est pour les apps qui utilisent le Game Center ou ce genre de trucs. Et on a ici Test Flight. Alors, Test Flight, c'est l'application qui nous permet de tester une application iOS. Donc, si vous avez un groupe de bêta-testeurs, d'accord, c'est là que ça va se configurer. Vous avez deux ensembles de testeurs. Les testeurs internes, qui sont en fait les membres de votre équipe, mais vous pouvez dire dans l'équipe qui est testeur ou pas. Je passe sur les détails de la configuration de cette chose qui était assez rigolote, mais enfin bon, peu importe. Et eux, ils vont recevoir à chaque fois que vous envoyez une archive, une build, en fait, ils vont la recevoir automatiquement, d'accord? Il n'y a pas de question, ils ont toujours la dernière version. Et puis vous avez les testeurs externes. Vous voyez, les testeurs externes, mais voilà, qui eux, on va leur dire tester. On n'en a pas. Ça, c'est assez fort. Ah oui, on n'en a pas de nouvelles. Oui. Bon, une nouvelle build, nous, les testeurs internes vont la recevoir automatiquement sur leur téléphone. Ils ont une alerte en fait dans Test Flight. D'accord? Ils peuvent télécharger la nouvelle version et commencer à tester la nouvelle version. Et puis, les testeurs externes, vous allez envoyer une nouvelle archive donc depuis Xcode. Elle va là, mais seulement quand vous le voulez, vous avez ici à tester, donc pour les testeurs externes. D'accord? Voilà, vous sélectionnez le truc. Voilà. Programme de test, c'est pas facile de comprendre comment configurer les utilisateurs, mais après, une fois que c'est lancé, ça marche bien. Pas de souci. Et la partie où on recommence avec nos images, c'est tout à gauche, là, vous avez... c'est dans Mes apps, tout à gauche. Ouais, il faut recliquer sur Mes apps. Ouais. Encore. Et alors, ici, vous voyez un truc vert, là. Voilà. Le 1.0 est prêt à la vente. Donc, vous cliquez là-dessus. Et là, configurer en fait toute la partie un peu commerciale avec les... Attends, en dessous, la description, les URL, etc., etc. Vous voyez, et on voit ici en dessous qui sera téléchargé sur le store. D'accord? Alors vous pouvez le faire dans toutes les langues possibles. D'accord? Si vous avez dit que votre app elle est comme ici français et anglais, vous pouvez pour chaque
langue, définir la description, etc., y compris le nom visible de l'app. Voilà. Vous allez devoir, ici, voilà, ça c'est intéressant en dessous. Encore en dessous un peu. Ici, vous voyez, ça a pris vachement de temps, par exemple pour la soumission, parce qu'une fois, j'ai soumis l'application, et puis, il n'y avait pas de compte, comme vous avez vu, il n'y a pas besoin d'un compte et d'un mot de passe dans l'appli. Mais c'est revenu en disant, votre app a l'air bien, sauf qu'on n'a pas le compte et le mot de passe. Alors moi, j'ai dû comprendre qu'en fait, il ne savait pas quoi mettre dans les champs d'entrée, quoi. Oui, il ne savait pas ce que c'est un numéro de TVA ou un sirène. Ouais. Donc ici, j'ai eu... c'est le genre de petit machin un peu désagréable j'ai dû mettre vraiment dans compte et dans mot de passe les champs à gauche, là. Un exemple. Ça suffisait pas pour qu'ils retestent. Bon, c'est ce genre de choses, il faut un petit peu comprendre la logique des gars qui doivent tester. Et puis alors on remonte tout en haut de cette page-là, hein, j'ai du mal à la voir maintenant, parce que j'ai passé beaucoup de temps. Ça, ce qu'on voit ici, c'est infernal. Donc vous avez les visuels. Et vous devez là faire des screenshots. Et ces screenshots-là, parce que ceux qu'on avait vus avant, sont encore possibles, l'image de lancement et tout, ceux-là, pour arriver à les faire dans les bonnes résolutions, infernal, au point que finalement les applications, ceux au final sont un peu étirés. Il faut vraiment faire ça par quelqu'un qui... Enfin, c'est pas juste un screenshot, quoi, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une image de très haute résolution, et ensuite il y a quelques sites qui peuvent vous aider à générer un set d'images aux bonnes dimensions pour ensuite pouvoir le mettre. Mais donc du coup on fait l'image en très très grand, on la met dans le site et puis on vous renvoie un dossier avec toutes les petites images, et ensuite à vous d'aller les remettre dans les bonnes cases. C'est ça, enfin, pour produire l'image haute résolution, malheureusement c'est pas juste un screenshot d'un iPad, ça marche pas. Il faut plus le faire en Photoshop. Voilà. Et puis donc voilà, arrive un moment où vous êtes et vous soumettez enfin l'application. Est-ce qu'on a raté quelque chose dans le slideshow? Parce que c'est la fin là? C'est la fin? Parce que nous on n'est pas encore à la fin, mais donc je vais accélérer vite. Ok, donc soumission, voilà. Bon ok, on est presque. Parce qu'ici on en est à soumission pour la revue, mais là on croit qu'on a fini. Et donc, comme je vous ai dit, il peut y avoir des allers-retours, c'est normal, voilà. Et quand votre app est acceptée, là, on dit « Ok, mais vous n'avez pas signé le contrat ?» Ok, très bien, alors je vais signer le contrat. Donc, vous avez une nouvelle interface, on ne va pas vous montrer là, mais sur votre compte, sur iTunes Connect aussi, où vous devez cocher des cases auxquelles vous ne comprenez pas forcément grand-chose, mais ce n'est pas grave. Et puis, vous devez aussi configurer votre compte en banque si votre application est payante. Et là, des Américains qui posent ce formulaire. Pour trouver les numéros que eux souhaitent, ça c'est compliqué, il faut appeler votre banque, etc. Voilà. Et donc tous ces trucs-là, petit à petit, prennent vachement de temps. Donc, en tout cas pour votre première application, il faut vraiment prévoir une durée importante avant de pouvoir publier vraiment une app. Sinon, par contre, le processus de revue, ça se fait en 24 ou 48 heures, c'est très rapide. Voilà. Et alors enfin, juste dernier écran, on peut voir que donc dans iTunes Connect, vous avez donc une analyse des ventes. Ça c'est, voilà, tu viens là, et puis dans voilà vente et tendance. Et alors courbe voyons voir si vous l'avez acheté. Spectaculaire avec avec un effet d'annonce. Bon, quand même. Deux ventes le premier jour. Oh, c'est Romain et moi. Romain l'a acheté une autre fois, le 16, parce qu'il avait un iPad aussi. Et donc aujourd'hui, on sait, voilà, c'est David. Voilà. Donc voilà, maintenant l'autre métier commence. C'est pour vous dire qu'il ne suffit pas de faire. Donc
Donc voilà, voilà. Alors, ça Se devait être lancer quoi, dans le métier 16? d'éditeur, ça veut dire que là, maintenant, il va falloir faire du marketing, il va falloir savoir faire des screenshots, il va falloir faire parler de l'application, etc. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que ça, évidemment, c'était pas l'ambition ici, c'était plutôt pour vous montrer le processus, mais c'est pour vous dire que c'est pas parce que vous avez une appli sur le store que vous allez être milliardaire demain. Voilà. Cette fois, on a fini. Ah oui. On a... Ça a été acheté. Des questions? Est-ce qu'il est possible de mettre des notifications? Non. J'ai un doute, mais non. Hein, on peut Non, pas, pour l'instant, on peut non. pas, non. Des notifications dans iOS, c'est ça? Oui, voilà, Ouais, non. recevoir Pour par l'instant, FileMaker non. par le SDK. Pour l'instant, non. Il y a MVS quand même, il a sorti un Bon, plugin. MBS a réussi, Ouais. donc l'éditeur de plugin a réussi à installer une espèce de plugin, mais pas pour les notifications, ça ne gère que des créations d'événements dans le calendrier. Mais honnêtement, bon. ne vous lancez pas là-dedans maintenant, ça serait, voilà. Il y aura mieux un jour. Pas utiliser ça. Tu as dit que FileMaker conseillait de ne pas utiliser ça pour faire des produits, mais ils l'interdisent ou pas dans la doc? Non. D'accord. Non, c'est juste pas dans les recommandations, mais ceci dit, ouais, il y a quand même pas mal de petits détails à prévoir, surtout pour les updates de vos applications. Ça va être assez complexe. On n'est pas venu en détail sur le processus de mise à jour, mais bon, il y aurait plusieurs possibilités, mais au script de mise à jour de données, c'est pas si simple. On est short ou ouais. Non, juste, il y a un truc qui est hyper particulier, c'est que quand vous quittez une application sur iOS, quand vous l'avez avec FileMaker Go, vous la quittez, vous la relancez. Ou non, c'est pas ça, pardon. Quand vous mettez à jour une application, y compris téléchargeant une nouvelle version du store, vous mettez à jour, hein, elle est bien mise à jour, mais le fichier FileMaker, il est toujours ouvert, c'est le même. D'accord? Donc en fait, c'est hyper étonnant comme comportement, ce qui fait que vous allez devoir prévoir de quitter effectivement l'application, là en la lançant vers le haut, et de la réouvrir pour que le nouveau fichier de données s'ouvre. C'est assez curieux. Donc il faut être un peu malin pour que ce processus s'enclenche un peu sans demander des choses trop compliquées à l'utilisateur. Voilà. Il dit non. On a un jeu de piste.